Pays a évidemment, on ne dira jamais ça, c'est particularité. Anne, avec qui je présente, je modère cette rencontre par se présenter. Manager et exécutif d'abord chez Orange Business Service en tant que directeur du consulting et des solutions d'intégration pour l'Afrique subsaharienne. Cumulativement, Monsieur Koulibaly d'avoir accepté notre invitation. Donc je remercie également tous les membres de l'ADF qui se sont déplacés. J'aimerais juste prendre 2 minutes pour présenter l'ADF. L'ADF, c'est l'Association Digital Frontières Sénégal. Elle a été mise en place depuis l'Assemblée générale tenue au CESAC en 2019. Donc, Assemblée générale durant laquelle un bureau a été mis en place pour un mandat de 2 ans. À la base, nous sommes des alumni de DFI. DFI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Digital Frontières Institute, qui est une structure de renforcement des capacités basée en Afrique du Sud, qui offre des formations en ligne et qui accompagne les experts dans le domaine de l'inclusion financière et de la transformation numérique de manière générale. Donc, en ce qui concerne notre stratégie, depuis le début, on a organisé des panels. Le meet-up d'aujourd'hui est une continuité de cette feuille de route déclinée en plusieurs plans. Donc, le concept du meet-up consiste à rencontrer un expert du milieu pour venir parler d'une thématique bien définie, que ce soit l'inclusion financière ou bien que ce soit une autre thématique. Pour ce jour, nous avons le plaisir de recevoir M. Koulibaly, qui est un éminent expert. Il était important également, dans le cadre de ce meet-up, de démarrer notre première session de meet-up avec un expert qui s'y connaît et qui maîtrise bien le domaine. Je pense que le GIM UEMOA étant un organe central de l'UEMOA, nous ne pouvions avoir qu'un meilleur invité. Donc je tiens aussi à remercier les membres de la BCAO qui se sont déplacés également, mais également à remercier tous les membres qui sont là, juste pour vous dire qu'on va organiser d'autres événements. La plupart des événements qu'on a organisés jusque-là pour cette année, c'était en ligne, mais de plus en plus, on va organiser des rencontres en présentiel pour favoriser le réseautage, favoriser la connaissance entre les membres, mais également la discussion sur un domaine bien défini. Donc sans pour autant monopoliser la parole, je m'en tiens à cette présentation et vous souhaite un excellent meet-up. Bonjour à tous. D'entrée de jeu, je souhaiterais vous dire merci de cette invitation. C'est un honneur pour l'institution que je dirige et pour moi-même. C'est une tribune et c'est une belle occasion que vous nous offrez de faire connaître davantage le GIM et aussi de parler de ce projet structurant qu'est le projet d'interopérabilité des services financiers numériques. L'interopérabilité, je dirais qu'elle a commencé avec la naissance du GIM en 2003. Mais c'était une interopérabilité entre banques. Donc c'est ce qu'on appelait l'interbancarité, parce que les participants n'étaient que des banques. Le projet ce qu'on appelle aujourd'hui le projet d'interopérabilité des services financiers numériques est en fait une extension naturelle de l'interbancarité. Donc nous étendons l'interbancarité, nous étendons l'interopérabilité entre banques à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des banques. C'est le cas des émetteurs de monnaie électronique, le cas des services financiers décentralisés et probablement, je ne peux pas encore vous l'affirmer, mais pourquoi pas, peut-être d'autres acteurs non banques qui sont autour de cette plateforme. Donc c'est une sorte, je dirais, d'évolution naturelle de l'interopérabilité. Et l'interopérabilité, c'est le fait que des émetteurs d'instruments de paiement
conviennent que leur réseau d'acceptation sera mis à disposition de leurs confrères, tout simplement. Vous avez une carte d'une banque A, elle peut être acceptée sur le réseau d'acceptation d'une banque B ou C. Et jusque-là, c'était la carte. Ça va être aujourd'hui le mobile lorsque le projet actuel sera terminé. Ce n'est pas la seule plateforme où la carte et le mobile, il y a d'autres plateformes qui ont été mises en place. C'est le cas de SICA UEMOA, qui est une plateforme d'interopérabilité aussi, parce qu'elle assure l'interopérabilité pour les chèques, le virement ordinaire et les effets du commerce. Donc je dirais que c'est la poursuite de ce gros chantier de modernisation des systèmes de paiement, notamment les moyens de paiement de masse qui se poursuit, et l'interopérabilité se construit en intégrant au fur et à mesure tous les instruments de paiement, quel que soit le type de compte. Donc le principe de base, c'est virement compte à compte. Donc si vous avez un compte bancaire et que la banque participe effectivement à l'interopérabilité, cela veut dire que vous pouvez faire une opération vers un compte de monnaie électronique et vice-versa. Et donc ça veut dire que globalement, il n'y aura plus besoin pour les banques d'initier des projets de bank to wallet avec les opérateurs en one-to-one, parce que tout ceci sera... La plateforme va faire tout ce pont, le pont avec tous les acteurs. Et ça va emmener une facilité pour l'ensemble des citoyens, des personnes vivant sur l'espace de l'UEMOA. C'est cela globalement l'interopérabilité qui est en cours de construction. Je dirais que c'est une interopérabilité globale. Donc nous sommes partis d'une interopérabilité entre banques. Nous avons rajouté à cette interopérabilité entre banques le volet. C'était construit d'abord sur la carte. Ensuite, ça a été ça a été décliné sur le chèque, sur les effets de commerce, le virement. Et aujourd'hui, nous rajoutons le mobile pour aboutir à cette interopérabilité globale. Et nous avons pris en même temps aussi en charge le QR code. Parce que les transactions par QR code passeront également par cette même plateforme. Donc tous les instruments de paiement seront acceptés sur la plateforme. J'ai été impressionné par ce qui est fait en termes d'acceptation, parce que c'est un nœud en fait pour l'inclusion financière ou pour le développement même des services financiers digitaux. Donc aujourd'hui, ce qui est fait en matière d'acceptation avec les FinTech, je crois que c'est une très bonne chose. Et je voulais, si c'est possible, si on peut nous communiquer des éléments pour que nous puissions en prendre ample connaissance par rapport à ce qui est fait avec les FinTech. Parce que le rôle de ADF SN également, c'est d'intervenir pour faire de la sensibilisation, pour faire de la promotion, pour faire la vulgarisation de la finance, pour tout ce qui concerne la finance digitale. Et généralement, nous faisons aussi des articles qui sont publiés sur notre site internet ou encore sur des blogs ou encore sur notre LinkedIn. Donc il y a que le rôle de l'ADF SN, c'est également faire connaître certaines choses qui peuvent justement être prises en charge par les régulateurs pour permettre d'avancer dans le bon sens. Et pour la question en tout cas de l'acceptation, je crois que ce qui est fait avec la FinTech est vraiment très intéressant, et je pense que c'est un nœud important pour ouvrir la porte à la digitalisation financière et au développement donc, de la finance digitale de manière générale. Merci, c'était juste ce que je voulais ajouter. Merci madame. Vraiment de savoir, déjà l'acceptation, le fait d'accepter l'invitation, c'est une tribune, c'est un accompagnement du GIM-UEMOA. Et quels pourraient être d'autres avantages, enfin d'autres accompagnements qu'on pourrait éventuellement attendre du GIM en tant qu'ADF, puisque M. Ouedraogo l'a rappelé tout à l'heure, nous contribuons dans la sensibilisation, dans la vulgarisation des services financiers numériques dans la zone. Est-ce qu'on pourrait avoir un accord de principe du GIM-UEMOA de nous accompagner dans ces actions-là, aussi bien matériellement que éventuellement financièrement? Merci déjà.
n'est pas très riche. Hein. On n'est pas très riche. Et la question mérite réflexion. Et je pense que l'ADF était... J'avoue que je connais l'Institut Digital Frontières, mais c'est vrai que j'ai découvert l'ADF avec l'invitation. Et donc je trouve que c'est les différentes ADF qui existent dans les 8 pays de l'UEMOA doivent, à partir de maintenant, doivent être considérés comme des partenaires stratégiques et importants. Parce que cela va nous permettre d'avoir une idée de ce qui se fait dans ce domaine des fintech, qui est un domaine qui bouillonne. Et donc, naturellement, si vous êtes des partenaires pour nous, et si vous organisez des événements, on s'associera à ces événements. Et je pense que sans promettre la lune, on contribuera modestement en fonction de nos moyens. Ça, je peux l'affirmer ici. Donc, j'espère avoir répondu à la question de la soirée. De pouvoir, dans un premier temps, s'installer, expérimenter l'activité, avant qu'on ne mette en place le processus réglementaire. Et nous sommes dans une dynamique d'ouvrir un système de sandbox. Ça veut dire une expérimentation pour toutes les innovations technologiques. Donc les fintech, dans un premier temps, évoluent dans une phase expérimentale. Alors maintenant, il y a des questions de fond. Si une fintech a un marché qui devient important, c'est là que le consommateur, pour sa protection, il y a maintenant une dimension publique. Puisque le métier de banque, vous savez bien que c'est le métier le plus réglementé dans le monde. Parce qu'il y a tout ce qui est blanchiment, mais il y a aussi tout ce qui est protection du consommateur. Si demain, une banque tombe en faillite, vous verrez qu'on ne va pas s'asseoir ici. En tout cas pour vous, mais pour nous, ça va être plus difficile. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on a souvent le sentiment que pour pouvoir faire l'activité de banque, on demande de s'associer, comme l'a indiqué le DG, à ceux qui ont déjà l'expérience. Donc l'agrément pour pouvoir travailler. Maintenant, pour les nanobanques, on a déjà donné un accord pour une banque, Orange Bank, un accord avec NCIA, en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, l'activité était déjà faite dans l'Union. Puisque les banques elles-mêmes peuvent faire une activité de microcrédit. Je peux citer des exemples au Sénégal, sans faire de la publicité. Je pense que BDK a un système pareil, qui fonctionne. C'est vrai que les systèmes qui fonctionnent aujourd'hui, il y a des limites objectives. Parce que si vous fonctionnez sur un réseau plus grand avec les sociétés de télécommunications, vous pouvez mettre beaucoup de systèmes de crédit en place. Mais si vous exigez le remboursement selon la procédure habituelle, avec des périodes précises de remboursement, vous êtes confronté à des systèmes d'impayés. Donc, il y a encore un système d'innovation qu'il faut faire, soit à travers les systèmes de crédit téléphonique, soit à travers des méthodes plus souples pour laisser, quand la personne qui a le nanocrédit peut rembourser, puisse rembourser. Donc, vous êtes à une phase d'initiation, vous n'avez pas besoin d'agrément. Expérimentez, on verra ce que ça va donner et à la suite de ça, vous aurez un agrément. Parce que le métier du crédit, c'est quoi? La personne vous donne son argent en épargne et vous faites du crédit. En général, les acteurs mettent devant le crédit. Mais quand ils commencent par chercher l'épargne. Donc vous prenez l'argent des gens, il faut qu'on s'assure ce que vous allez faire avec. Si on ne protège pas, vous allez collecter et puis disparaître. Il n'y aura plus de crédit. Si ce n'est pas réglementé, qui va rembourser? C'est ça la partie la plus difficile. Maintenant, je crois qu'il y avait une question qui concernait le code. Il y a un travail de fond qui a été fait aujourd'hui. Un travail de fond qui a été fait pour l'ensemble des pays. Vous savez que ça aurait été intéressant que Mme Ndoye soit là.
elle allait vous donner des éléments encore plus détaillés avec la précision de ce qui est déjà opérationnel. La Banque centrale a vu à l'ensemble des pays, dans le cas de la promotion de l'inclusion financière, pour pouvoir effectivement libéraliser le processus du code. C'est un processus qui est en cours. Les avancées sont plus importantes déjà dans certains pays par rapport à d'autres dans l'Union. Mais globalement, c'est une initiative qui a été conduite par la Banque centrale et nous pensons, si vous posez la question aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore finalisé au Sénégal. Donc nous pensons que c'est un processus qui va bien se conduire parce qu'il ne relève pas uniquement des services financiers. Il relève plus des services de régulation des télécoms pour une partie. Et pour une autre partie des États, puisqu'il y a de l'argent derrière. Et pour ces questions de code, il y a aussi de l'argent derrière. Donc il faut que les États facilitent un certain nombre de choses pour que ça puisse demain être opérationnel. Mais j'espère que je n'ai pas le détail à la date d'aujourd'hui des pays qui ont déjà fait des avancées significatives. Mais ici aussi, je pense que ça évolue dans le bon sens.